Tu sais, les chantiers de construction aujourd'hui, c'est tout un casse-tête. D'un côté, on a la pression des coûts des matériaux là, qui explosent, des échéanciers qui sont de plus en plus serrés. Mhm. Puis de l'autre, les normes de conformité deviennent vraiment complexes et par-dessus tout ça, il y a cette demande de plus en plus forte pour des bâtiments durables, éco-responsables. Oui, fait que la grosse question pour les bâtisseurs, c'est comment on fait pour rester performant là-dedans? Pour notre analyse aujourd'hui, on va plonger dans une série de documents d'un manufacturier québécois, ALDG, qui suggère qu'une partie de la solution, ça se trouve dans un choix de matériaux qu'on sous-estime peut-être, l'aluminium. En effet. Puis on va se concentrer sur l'aluminium architectural, tout ce qui est balcon, garde-corps, les structures extérieures. Notre mission, c'est vraiment de décortiquer, à travers les infos qu'on a, pourquoi ce matériau-là gagne autant de terrain. OK, on va essayer d'aller au-delà de la simple fiche technique pour comprendre les innovations de système, puis surtout les bénéfices concrets pour ceux qui sont sur le terrain, les contracteurs, les promoteurs, les distributeurs. D'ailleurs, le catalogue qu'on a ici nous donne une piste. Il y a 4 mots-clés bien en vue. Durable, conforme, sécuritaire, éco-responsable. Ça, c'est notre point de départ. Bon, parfait. Allons-y. Le premier mot, durable. L'aluminium, on sait que ça ne rouille pas. Mais quand on parle de durabilité dans le contexte d'un gros projet immobilier, qu'est-ce que ça implique pour vrai? Les sources parlent d'une résistance supérieure à la corrosion, puis d'une garantie de 20 ans. Mhm. Une garantie de 20 ans sur papier, c'est impressionnant. Mais est-ce que c'est la norme dans l'industrie pour ce genre de produit ou ça se démarque vraiment? Souvent, le diable est dans les détails de ces garanties-là. Ah, c'est un excellent point, ça. Une garantie de 20 ans, disons, sur la finition, c'est un signal qui est vraiment fort sur le marché. C'est pas universel, non, et ça démontre une confiance du manufacturier dans son procédé, notamment le thermolaquage qui protège la couleur contre les rayons UV, par exemple. OK. Mais au-delà du papier et de la garantie, la vraie durabilité, on la mesure sur le terrain. La résistance à la corrosion de l'aluminium, c'est ça qui fait la grosse différence au Québec. Pense à nos cycles de gel, de dégel, le sel de déglaçage l'hiver. Oui, qui remonte partout. Exactement, qui se retrouve en aérosol sur les balcons des premiers étages. L'acier galvanisé, lui, finit par céder. Le bois, ça demande un entretien constant. L'aluminium, lui, il forme une couche d'oxyde naturel qui le protège. C'est cette propriété-là, bien plus que la garantie, qui assure une tranquillité d'esprit à un promoteur qui pense à la valeur de son building dans 15 ou 20 ans. Donc, moins d'entretien, moins de réparation, ça protège l'investissement à long terme. C'est clair. Mais je vois un autre mot qui est presque aussi gros sur la page couverture. Éco-responsable. J'ai l'impression que cet argument-là est passé de nice to have à essentiel dans les soumissions de projets aujourd'hui. Oui, absolument. Est-ce qu'on parle d'un vrai avantage écologique ou c'est rendu surtout un argument marketing? Ce qui est fascinant, c'est que c'est devenu les deux, puis l'un nourrit l'autre. Le bénéfice est bien réel. L'aluminium, c'est un des métaux les plus recyclables sur la planète. Son recyclage demande à peu près 5 de l'énergie qu'il faut pour sa production primaire. Ah oui, quand même. C'est un avantage énorme en termes de bilan carbone. Mais là où ça devient stratégique, c'est que cet avantage-là, il s'aligne parfaitement avec les critères ESG. Environnemental, social et de gouvernance. Exactement. Aujourd'hui, un grand fonds de pension ou un investisseur institutionnel ne va pas financer un projet de 100 millions sans analyser son score ESG. Le choix de matériaux comme l'aluminium, qui est durable mais aussi recyclable, ça devient un argument clé pour débloquer du financement. C'est plus juste une question de conscience verte, là. C'est une décision d'affaires très pragmatique. D'accord. Donc, les propriétés du métal lui-même sont solides. Mais les documents insistent beaucoup sur l'innovation constante et les systèmes. C'est là que je suis curieux. Est-ce que c'est juste une façon élégante de dire on vend des pièces qui s'emboîtent ou il y a une vraie innovation dans la conception? La nuance est exactement là. L'innovation, c'est pas de réinventer l'atome d'aluminium, c'est de concevoir des systèmes intelligents. L'expression qu'il faut retenir des sources, c'est matériaux de construction clé en main. On ne vend plus juste des profilés d'aluminium au pied linéaire. OK. On offre des solutions complètes, pré-ingénierées. Prends la gamme de garde-corps Kona, par exemple. Chaque poteau, chaque panneau, chaque vis a été pensé pour s'assembler de façon logique, rapide, en respectant d'avance les normes du code du bâtiment. C'est un système modulaire où l'intelligence est dans la conception, pas juste dans la matière. L'idée de système clé en main, c'est séduisant, c'est certain. Mais est-ce que ça ne risque pas de limiter la créativité des architectes?
Si tout le monde utilise les mêmes modules Kona ou pour les plus hauts édifices, la collection Skyrise qui est mentionnée, est-ce que tous les balcons de Montréal vont finir par se ressembler? C'est la crainte légitime face à n'importe quelle standardisation. Mais il faut voir le système non pas comme une contrainte, mais plutôt comme une plateforme. La structure, l'ingénierie, la conformité, ça, ce sont les parties les moins créatives d'un projet, mais c'est les plus risquées. Oui. Le système prend ça en charge. La créativité, elle, peut s'exprimer ailleurs. Les sources parlent d'associer fonctionnalité et style. L'innovation, elle est aussi dans la flexibilité des finitions. Le thermolaquage, ça permet une palette de couleurs presque infinie. On peut jouer avec différents types de panneaux, du verre trempé, du panneau perforé. L'architecte n'a plus à se soucier de savoir si son poteau va résister à une charge de 200 livres et peut se concentrer sur le rythme de la façade, la couleur, la texture. Au fond, le système gère la physique pour libérer le design. Ça fait du sens. Justement, tu as mentionné la collection Skyrise, conçue pour des bâtiments là jusqu'à 35 étages. Ça m'interpelle. Historiquement, on associait plus l'aluminium à des projets plus modestes. C'est quoi les défis techniques d'un gratte-ciel que ces systèmes-là prétendent résoudre? Les défis sont exponentiels avec la hauteur. Le premier, c'est la charge de vent. À 30 étages, la pression du vent sur un garde-corps ou un panneau, ça n'a rien à voir avec celle d'un triplex. Les calculs d'ingénierie sont beaucoup plus complexes. J'imagine. Le fait que ces systèmes soient certifiés par des ingénieurs, ça veut dire que tous ces calculs-là ont déjà été faits, validés en laboratoire. Pour un architecte ou un ingénieur de projet, c'est un gain de temps et une réduction de risque qui est monumentale. Deuxièmement, il y a la question de la charge morte. On a parlé de la légèreté de l'aluminium. Sur un bâtiment de 35 étages, chaque livre compte. Oui. Réduire le poids de centaines de balcons a un impact direct sur les exigences de la structure principale du bâtiment, ce qui peut se traduire par des économies de béton et d'acier substantielles. OK, on a parlé des propriétés de l'intelligence du système. Mais mettons nos bottes à cap d'acier. Le vrai test, c'est sur un chantier. Pour un surintendant qui jongle avec ses corps de métier, ses livraisons, un échéancier serré, comment est-ce que ce système se traduit en gain de productivité concrètement, au-delà du discours marketing? C'est là que la promesse doit se matérialiser. Le premier gain, c'est la vitesse d'installation. La légèreté des composantes, ça veut dire qu'un ou deux travailleurs peuvent manipuler des sections qui, en acier, en demanderaient 3 ou 4 ou même une grue. Ah, d'accord. Les produits sont faits pour un assemblage rapide, avec moins de coupes, moins de soudure sur place, moins de manipulation complexe. C'est aussi un chantier plus sécuritaire. Le temps, c'est de l'argent, puis la sécurité, c'est non négociable. Un système pré-ingénierie, ça coche ces deux cases-là. Plus rapide, c'est bien. Mais il y a toujours une courbe d'apprentissage avec un nouveau système. Est-ce que les équipes sur le terrain ont besoin d'une formation spéciale? Et qu'est-ce qui arrive si un installateur fait une erreur? Est-ce que la fameuse durabilité du système n'est pas compromise par une mauvaise pose? C'est un point crucial. La qualité du matériau vaut rien sans une installation adéquate. C'est pour ça que la mention d'installateur certifié dans les sources est si importante. Ça indique que le manufacturier a mis en place un écosystème qui va au-delà de la simple vente de produits. Il propose un programme de formation pour s'assurer que les équipes maîtrisent les spécificités du système. Pour un contracteur général, engager un installateur certifié, c'est une forme d'assurance qualité. Ça garantit que le produit va être installé selon les devis, ça préserve l'intégrité de la garantie et surtout, ça assure la conformité et la sécurité finale. On ne laisse pas la performance du système au hasard, là. Cette notion de conformité, elle est partout. Les documents listent toute une série de partenaires institutionnels, la Commission de la construction du Québec, la Régie du bâtiment, la CNSST, la PCHQ. Pour un contracteur, qu'est-ce que ça représente concrètement d'utiliser un produit qui a déjà, disons, le sceau d'approbation de ces organismes? Ça représente une chose, la tranquillité d'esprit. Un chantier, c'est une suite de validations, d'inspections. Un inspecteur de la municipalité ou de la CNSST qui arrive sur le site puis qui voit un système qu'il ne connaît pas, ça peut entraîner des questions, des demandes de documents d'ingénierie, même un arrêt de travail, le temps de valider. Ce qui coûte cher. C'est un retard qui coûte très cher. En utilisant un système déjà reconnu par ces entités, le contracteur élimine une grosse partie de ce risque. C'est comme arriver à un examen avec une partie des réponses déjà approuvées. Le processus est plus fluide, les délais sont respectés, puis on évite les mauvaises surprises. D'accord. Le portrait pour le constructeur est assez clair. Maintenant, changeons de chapeau.
La source a une page entière pour les distributeurs de matériaux, avec le titre « Devenez un partenaire ». Pour eux, c'est quoi l'avantage? Est-ce qu'ils ne font que vendre un produit de plus ou leur rôle évolue aussi? Leur rôle change fondamentalement. Pour un distributeur, passer à ce type de système, c'est la différence entre vendre un produit puis offrir une solution. Historiquement, un distributeur vendait des longueurs d'aluminium, des vis, des fixations, des commodités au fond. Oui. Le contracteur devait ensuite se débrouiller pour assembler le tout. En stockant un système complet comme ceux qu'on décrit, le distributeur offre une solution directe aux problèmes de son client. Il ne dit plus « voici du métal », il dit « voici une façon de construire vos balcons 20% plus vite et sans souci de conformité ». C'est une proposition de valeur ajoutée qui le différencie de sa concurrence puis qui fidélise sa clientèle. Donc, il devient plus un consultant qu'un simple vendeur. Et j'imagine qu'en termes de gestion d'inventaire, ça doit simplifier les choses. Précisément. Au lieu de gérer des centaines de codes de produits différents pour des composants disparates, ils gèrent des kits, des systèmes, des produits spécifiques comme le plancher d'aluminium ALDG D60 ou la marche M110. Ce sont des solutions intégrées. Ça assure une meilleure rotation des stocks parce qu'on vend des ensembles complexes ou en forte demande. En plus, le mot « partenaire » est clé. Ça suggère un soutien du manufacturier en amont de la formation pour les équipes de vente du distributeur, du support technique, des outils marketing. Le distributeur n'est plus seul et fait partie d'une chaîne de valeur qui est optimisée, ce qui est un avantage concurrentiel énorme. Si on résume tout ce qu'on a exploré, l'idée principale qui ressort, c'est que l'histoire de l'aluminium dans la construction moderne, ce n'est plus seulement celle d'un métal léger et résistant. C'est l'histoire de systèmes intelligents conçus pour attaquer de front les points de friction d'un chantier. Le temps, les coûts, le risque de non-conformité et la durabilité à long terme. Absolument. Ce que ces sources nous montrent, c'est un changement de paradigme. On ne choisit plus un matériau brut, on choisit une solution de performance intégrée. Dans ce contexte-là, l'aluminium n'est plus simplement un choix tactique de matériaux, ça devient un choix stratégique pour bâtir plus efficacement, plus rapidement et avec une vision à plus long terme de la valeur de l'actif immobilier. Et ça m'amène à une dernière réflexion. On a commencé en parlant des pressions sur les chantiers, comme les délais, la pénurie de main-d'œuvre. On a vu comment des systèmes pré-générés peuvent aider. La prochaine étape logique, ça semble être la préfabrication en usine. Alors que l'industrie se tourne de plus en plus vers le modulaire, à quel point on est loin de voir des modules de balcons complets avec garde-corps et planchers déjà assemblés en usine être livrés sur un chantier et simplement grutés en place sur une tour de 30 étages. Et comment une évolution comme ça transformerait la logistique puis les échéanciers d'un projet de construction dès sa phase de conception.